days of days. Pseudoscience just a big charade. Making theories they just can't explain. On philosophically biased claims. Days of days, we break away just like a renegade. So pay attention, gonna get a grade. We're schooling globers till they all awake. Schooling globers with diplomas and a chip on the shoulder. Debate is over, mind is sober, solar system disclosure. Can't go back once you heard the facts. We make a pact, never take the back. Schooling ballers and the followers that give them their dollars. They try to holler in the chat that you're a fraud, not a scholar. They hating y'all, that's why they attack. The earth is flat no matter how much they laugh. Days of days, pseudoscience just a big charade. Making theories they just can't explain. On philosophically biased claims. Days of days, we break away just like a renegade. So pay attention, gonna get a grade. We're schooling globers till they all awake. In a world. All right. Le retour tant attendu de Schooling Globers. Alors, j'appelle ça la saison 2. Nous avions évidemment fait une petite pause. Je vais décomposer le principe général de l'émission. Je l'ai en quelque sorte fait dans la description, mais il existe un modèle dominant de la Terre et la grande majorité des gens y croient. Certainement avant d'entendre toute forme de remise en question ou de position alternative, ou même avant de réellement s'informer sur ce qu'est réellement ce modèle ou ce qu'il affirme. Ainsi, le principe de l'émission est d'enseigner aux gens, en particulier à ceux qui croient au modèle héliocentrique dominant de la Terre sphérique, ce qu'il est exactement. Parce que, bien sûr, avant d'adopter une croyance, vous devriez au minimum comprendre ce qu'est cette croyance, et vous devriez réellement la comprendre pleinement et être capable de la justifier avant d'avoir une croyance fondée. Mais il faut une croyance aveugle pour ne même pas savoir ce que vous croyez et dire « Eh bien, tout le monde est d'accord » ou « Quelqu'un d'autre a fait le travail pour moi ». Et j'ai découvert que c'était le cas. Presque tous ceux qui croient en ce modèle dominant et pensent qu'il est légitime n'en savent rien. Ils ne savent généralement pas non plus comment aborder une situation de manière logique. C'est donc de cela dont parlera ce premier épisode, la charge de la preuve. Et ceci est une difficulté dans cette conversation. Elle est très rarement appliquée correctement. Et c'est très intéressant. Donc bien sûr, si vous êtes allé dans pratiquement n'importe quel système scolaire, y compris des écoles privées, on ne vous a pas vraiment enseigné la logique. Je pense qu'il y a une raison à cela. Ils veulent des travailleurs, pas des penseurs. Nous allons donc examiner ce sujet. Nous allons commencer par exposer le concept de base de la logique. Ça devrait être un épisode assez rapide, assez simple. J'ai essayé de le garder très simple. Si vous avez du mal à accepter ce que je mets dans cet épisode, alors vous ne pourrez pas comprendre quoi que ce soit à voir avec ce dont nous parlons dans l'émission. Si vous rejetez ça instinctivement parce que cela vient de moi, si vous avez une sorte de réaction émotionnelle, si vous niez ce que je suis sur le point d'expliquer, c'est très bizarre, c'est malhonnête, c'est intellectuellement malhonnête, et c'est juste en gros un symptôme de dissonance cognitive. Ce que j'expose ici est juste objectif en termes de logique. Nous allons donc nous y mettre directement. Si vous voulez soutenir le flux, ko-fi.com/Wixit. Vous pouvez également soutenir sur YouTube. Je pense que je suis toujours monétisé. Alors un grand merci aux 2 super chats que j'ai manqués dans le dernier épisode. Très bien, alors allons-y. La charge de la preuve. Je vais couvrir quelques points de base ici.
Dans un débat, la charge de la preuve fait référence à l'obligation pour une partie de fournir des preuves suffisantes et de justifier sa position ou sa revendication. Ce concept trouve son origine dans l'expression latine Homus probandi incubit eiquit dicit non equit negat, qui signifie la charge de la preuve incombe à celui qui affirme et non à celui qui nie. Je vais le répéter. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme et non à celui qui nie. Cela a bien sûr été intégré dans le système judiciaire. C'est un principe de logique ancien. Il trouve ses racines dans la reconnaissance logique qui était à l'origine en latin. Et encore une fois, c'est un concept très simple. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme et non à celui qui nie. C'est donc très important dans cette conversation. Parce que souvent, les gens agissent comme si quiconque nie ou n'accepte pas aveuglément ce qu'ils conçoivent comme étant le modèle dominant. Presque aucune des personnes qui y croient ne sait même ce que c'est. Ils en ont généralement une version différente dans leur esprit. Ils pensent savoir, et ce n'est même pas ce qu'est réellement le modèle dominant à ce jour. Il a été révisé de nombreuses fois par nécessité à partir de diverses falsifications de théories existantes. Et cela se produit tout le temps. Donc j'ai mis ici 3 idées principales qui me semblent très importantes. Premièrement, les affirmations positives. La position qui fait une affirmation positive a la charge de la preuve, c'est très simple. Deuxièmement, la falsification est indépendante du remplacement. Une hypothèse n'est pas acceptée comme vraie juste parce que l'affirmation n'a pas été remplacée. La falsification d'une idée est entièrement indépendante de son remplacement. Et troisièmement, le renversement de la charge de la preuve. La charge de la preuve n'incombe pas à la partie qui conteste l'affirmation positive. Je vais vous donner quelques exemples de chacune d'entre elles. Donc évidemment, si je dis « il y a une licorne dans mon placard », j'ai la charge de justifier cette affirmation positive, c'est très simple. Tout le monde le comprend. La falsification est indépendante du remplacement. J'utilise souvent l'analogie de l'adoption et alors que je descends et que je découvre des papiers dans le tiroir de mes parents. C'est étiqueté « ne pas ouvrir ». Je l'ouvre et je découvre que c'est ce dossier de papier qui dit que j'ai été adoptée. Et je suis adulte maintenant. Toute ma vie, j'ai pensé que c'était mes vrais parents biologiques. Je viens de découvrir qu'ils ne le sont pas. Il y a des tests ADN, il y a la preuve qu'ils ne sont pas vraiment mes parents et que je suis adoptée. Je vois tous mes papiers d'adoption. Je vais vers toi et je dis « Mec, tu ne croiras jamais ça. Tout ce que je crois être vrai était un mensonge. En fait, je suis adoptée. » Et tu me dis « Attends, de quoi tu parles ? Nous connaissons tes parents, je suis allée chez toi plusieurs fois, je connais tes parents. » Ouais, mais il s'avère qu'ils ne sont pas vraiment mes parents biologiques, ce sont mes parents adoptifs. Et puis tu dis, attends, de quoi tu parles? Tout le monde sait que ce sont tes parents. L'Église, les gens de l'Église savent que ce sont tes parents. Les gens de l'école, les gens de toute la communauté. Tout le monde sait que ce sont tes parents. Tu penses que tout le monde est dans le coup de ce mensonge? Et alors je dis, eh bien non, je ne pense pas logiquement que tout le monde soit au courant du mensonge. Ils croient aussi que ce sont mes vrais parents, mais ce n'est pas le cas. Et puis tu dis, eh bien, qui sont tes vrais parents alors? C'est une bonne question, je ne sais pas, j'aimerais savoir. Je suis intéressée par la recherche de mes vrais parents. Mais ce que je sais, c'est que ceci est la preuve que ce ne sont pas mes vrais parents. C'est genre, voici simplement la preuve concrète qu'ils m'ont adopté. Ils ne sont pas mes vrais parents. Si vous répondiez par, eh bien, tant que tu ne peux pas me dire qui sont tes vrais parents, et remplacer ce que je crois être tes parents par les vrais, alors je continuerai à croire que ce sont tes parents biologiques. Ce serait incroyablement ridicule, n'est-ce pas? Tout le monde comprendrait à quel point ce serait insensé. Cela n'a aucun sens. La démonstration que ce ne sont pas mes parents biologiques est indépendante de ma capacité à les remplacer par mes vrais parents biologiques. La falsification est indépendante du remplacement. Ceci est un concept très important à comprendre en termes de logique en général, et certainement dans cette conversation. Et cela s'explique par le fait que le modèle dominant a fait de nombreuses affirmations extraordinaires. Et je suis sûre que vous avez entendu dire que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et nous vivons désormais dans un paradigme où les gens nous disent de quoi est faite une étoile qui est à 46 milliards d'années-lumière de distance. D'accord, donc si je vous dis que les preuves suggèrent que ce n'est pas le cas, que vous avez simplement inventé cela, que vous ne pouvez pas prouver cela. C'est un raisonnement fallacieux en soi et c'est de la pseudo-science. Eh bien alors, de quoi est faite l'étoile? À quelle distance est-elle? Tant que tu ne peux pas me le dire, ma revendication reste vraie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ceci est ridicule, d'accord?
Numéro 3, le renversement de la charge de la preuve. La charge de la preuve ne repose pas sur la partie qui remet en question l'affirmation positive. Et on a ça souvent. Si je dis, d'accord, vous affirmez que la Terre est une sphère et a une certaine taille, eh bien, regardez, voici une mesure physique qui la réfute. Eh bien, qu'est-ce que c'est alors? Comment fonctionnent les éclipses? Alors, où est ta carte? Cela n'a pas d'importance. Voici un autre exemple du genre. En particulier, quelqu'un vous donne une vidéo prétendue d'un astronaute dans l'espace. Et ils disent que ce type est assis dans le vide à 10 puissance moins 17 torts. Il flotte simplement, réparant tranquillement l'extérieur de l'ISS. Et vous dites, d'accord, je ne crois pas nécessairement cela. Vous savez, je vois beaucoup de choses qui clochent là-dedans. J'ai vu des preuves assez convaincantes qu'ils falsifient ces vidéos où ils prétendent être dans l'espace. Ils ont été surpris en train de laisser tomber des objets. Ils ont été surpris avec des câbles. Et je ne peux pas vérifier cela de manière indépendante. Donc, je vais contester cette affirmation. Je vais la nier. Je ne crois pas aveuglément à cette affirmation. Et la personne dit, prouve que c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un sophisme de renversement de la charge de la preuve. C'est ce qu'on entend toujours. Prouve que c'est faux. Non, prouve que c'est vrai. Vous ne pouvez pas prouver que c'est vrai, car vous ne pouvez pas le vérifier de manière indépendante. Ceci est très important. Si je vous montrais une vidéo de Sasquatch dans mon jardin, et que je disais, regardez, c'est une preuve vidéo que le Sasquatch est réel, et que vous disiez, quoi? Je ne crois pas que ce soit vraiment une vidéo de Sasquatch, et que je réponde, prouve que c'est faux. Pourriez-vous me prouver que c'est faux? Et si vous ne pouviez pas me prouver que c'est faux? Cela signifie-t-il que le Sasquatch est réel et que les Sasquatch existent? Bien sûr que non. Cela pourrait être tout simplement mon ami déguisé en Sasquatch et que j'ai réellement filmé en train de courir dans mon jardin. Vous ne pouvez pas prétendre que la vidéo est une preuve réelle de l'existence de Sasquatch tant que l'autre partie ne prouve pas que la vidéo est fausse. C'est une logique très simple. Et les gens comprennent tous ces concepts, toutes ces analogies et ces exemples que je donne. Mais quand il s'agit de cette conversation sur le modèle actuel de la Terre, toute logique passe par la fenêtre. Les gens deviennent alors comme des robots émotionnellement illogiques et se sentent obligés de vous attaquer et ils ne semblent pas capables d'appliquer une logique simple et basique. C'est très fascinant. Donc, au moins en surface, jeu de mots intentionnel, cette conversation est extrêmement bénéfique pour éclairer l'incapacité du grand public à appliquer correctement la logique. Et c'est un excellent outil d'enseignement, au minimum. D'accord, passons à la diapositive suivante. Qui a la charge de la preuve? Dans le débat, à la fois le partisan affirmatif et l'opposant négatif ont une charge de la preuve. L'affirmatif a la charge initiale d'établir sa revendication, tandis que le négatif a la charge de réfuter la revendication de l'affirmatif et de fournir une perspective alternative. Maintenant, notez que je n'ai pas dit revendication alternative. Un remplacement de la revendication, mais une perspective alternative, une réfutation. D'accord, donc numéro 1, l'affirmation positive. Encore une fois, la position positive de l'affirmatif a la charge initiale d'établir sa revendication, la charge initiale étant la phrase clé ici. Ensuite, numéro 2, l'affirmation négative. Le négatif a la charge de réfuter la revendication de l'affirmatif. D'accord, maintenant, ce que nous utilisons en logique pour présenter une idée ou pour faire une affirmation s'appelle un argument. Nous présentons des arguments afin de soutenir nos revendications, d'accord? Les arguments sont censés être logiques et raisonnables. Ils sont censés utiliser la raison et la logique. Maintenant, au fil des ans, nous avons établi des paramètres très solides pour ce qui est logique, ce qui est logiquement admissible, ce qui est logiquement fallacieux. Si quelque chose est établi comme étant logiquement fallacieux, il est logiquement inadmissible. Cela ne suit pas logiquement que cet argument prouve la revendication. Cela ne substante pas la charge de la preuve. En fait, c'est comme si cela n'avait jamais existé. Nous revenons à la revendication qui est simplement infondée. C'est ainsi que fonctionne le débat. C'est ainsi que fonctionne la logique. Alors, il existe quelque chose appelé la fallacie de la fallacie. C'est l'hypothèse selon laquelle, parce qu'un argument est fallacieux, cela signifie que sa conclusion est fausse. Ce n'est évidemment pas correct. Quelqu'un peut mal argumenter un point qui est vrai, d'accord? Quelqu'un peut utiliser un argument fallacieux, et bien que sa conclusion soit vraie, l'argument qu'il a présenté n'est pas une preuve raisonnable suffisante pour cette revendication. Par exemple, la chaleur fait bouillir l'eau. Et puis quelqu'un le remet en question et dit « Quoi? Non, ça ne le fait pas », ou peu importe. Ensuite, vous dites « Tout le monde le sait que la chaleur fait bouillir l'eau ». C'est une fallacie ad populum.
appel au consensus, appel à la majorité, appel à la population. Ceci est fallacieux. Peu importe ce que tout le monde pense dans le monde, d'accord? Si tout le monde aux États-Unis, ce qui, soit dit en passant, n'était pas le cas, c'était un très petit pourcentage des États-Unis, croyait que l'esclavage était moral, cela signifie-t-il réellement que c'est moral? Bien sûr que non. Qu'en est-il lorsque presque tout le monde pensait que la Terre était plane? Qu'en est-il lorsque tout le monde pensait que la Terre était stationnaire? Ironiquement, vous pouvez appliquer cette stratégie au même sujet que les gens aiment utiliser de manière incorrecte pour expliquer ce concept. Donc, il existe quelque chose appelé la fallacie de la fallacie. Juste parce que l'argument est fallacieux, ça ne signifie pas que la conclusion est incorrecte. Mais pour étayer votre argument, vous devez fournir des preuves empiriques vérifiables et les présenter sous une forme logiquement valide. Cela est connu depuis que les humains raisonnent, c'est-à-dire depuis qu'ils existent. Ensuite, nous avons, encore une fois, le renversement de la charge de la preuve que nous avons abordé, mais que je remets ici parce que c'est très important. C'est la première chose que nous obtenons. Le sophisme du renversement de la charge de la preuve se produit lorsque la partie affirmative transfère la charge sur la partie qui conteste ou nie l'affirmation positive. Encore une fois, utilisons simplement l'analogie de l'espace. Ce n'est pas parce que vous présentez une vidéo qui montre prétendument des gens dans l'espace et que je la conteste ou la nie que vous pouvez dire « Ok, prouve que c'est faux ». Vous ne pouvez pas transférer la charge sur la personne qui conteste ou nie votre affirmation positive. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez fournir des preuves légitimes dans un format logique. Bon, maintenant, un concept très important ici, le rasoir d'Occam. C'est ce qui est le plus simple à appliquer en termes de logique, ou bien souvent en science. C'est l'une des premières étapes pour découvrir ce qui est vrai. Lorsque nous avons deux théories concurrentes qui font exactement les mêmes prédictions, la plus simple a plus de chances d'être vraie. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'elle est vraiment vraie? Non, pas nécessairement. La chose la plus simple n'est pas toujours vraie. Mais ceci est un élément de base de la logique. Et la raison en est que les gens peuvent arriver à des affirmations trop complexes, voire paradoxales, vous savez, alambiquées, juste pour arriver à la même conclusion ou à la même, entre guillemets, prédiction. Qu'une affirmation beaucoup plus simple et beaucoup plus logique peut également expliquer. Il est beaucoup moins probable que ces circonstances folles et improbables s'empilent les unes sur les autres pour nous donner un résultat qui peut être très facilement et simplement expliqué. Le rasoir d'Occam est donc la première étape de la logique pour essayer de déterminer lequel des deux exemples, réponse, affirmation ou explication, est valide. Encore une fois, cela ne signifie pas que c'est celui qui est valide qui est le plus simple, mais il l'emporte par défaut. Le plus compliqué, qui a la même prédiction, doit être justifié pour avoir une longueur d'avance, en gros. Il doit être davantage justifié en raison de la complexité. Et normalement, c'est parce que cela nécessite d'affirmer beaucoup plus de choses. Cela demande beaucoup plus de suppositions, etc. Un bon exemple de cela est: nous voyons le Soleil et la Lune apparaître de la même taille dans le ciel. Le rasoir d'Occam dirait que le Soleil et la Lune sont de la même taille est l'explication la plus probable, car c'est l'explication la plus simple et directe pour cette observation selon laquelle le Soleil et la Lune apparaissent de la même taille, et que parfois l'un peut être plus proche que l'autre, mais il y a des moments où ils sont très très proches l'un de l'autre, montrant ainsi qu'ils sont effectivement de la même taille. Et cela parce qu'ils ont la même taille. Alors aussi, il existe une autre affirmation qui dit que la Lune est en réalité 400 fois plus petite que le Soleil et, par coïncidence, par pur hasard cosmique, exactement 400 fois plus proche que le Soleil. Donc, ils apparaissent de la même taille. En appliquant le rasoir d'Occam, évidemment, la conclusion la plus probable est que le Soleil et la Lune sont de la même taille. Si vous voulez maintenant affirmer que l'idée la plus complexe est vraie, alors il faut la justifier, car le rasoir d'Occam dit que vous avez probablement tort.
supposed to be an O. All right. I can't actually edit these though. All right. Relevant Les popular raisonnements fallacious fallacieux reasoning. pertinents et populaires. Fallacies that are Ils sont oftentimes souvent used to utilisés pour obscure and obscurcir et obfuscate the burden détourner of la proof. charge de la Here's just a preuve. few Voici examples. quelques exemples. Number one, argument Numéro of 1, ignorance. l'argument So d'ignorance, it's the assumption qui est of a l'affirmation d'une conclusion or conclusion ou d'un fact fait based principalement primarily basé sur on l'absence de lack of preuves evidence to the contraires. contrary. Souvent Usually mieux that's décrit par la described by, phrase quote, «l'absence de absence of preuve n'est pas evidence is preuve de not evidence of l'absence». absence. This is done all the Cela se time. produit tout le The temps. assumption of a L'affirmation conclusion or d'une fact based conclusion ou d'un primarily fait on the lack of principalement basé evidence to sur the l'absence de contrary. preuves So contraires. again, Encore une it's fois, like c'est comme faire taking toutes all ces these claims about affirmations what the Earth sur ce qu'est is la and what the Terre, Earth ce que is fait la doing Terre and what's et in ce qu'il y a dans space, l'espace. and then Et puis saying, dire, oh, until eh you bien, can tant que vous ne provide pouvez pas me evidence fournir de for preuves contraires, the contrary, je then peux supposer que ma conclusion est my vraie. conclusion, I get to assume that it's true. It's like the C'est comme le brother frère of de la the phrase falsification est indépendante du authentication. remplacement. Number two, Numéro 2, argument from l'argument du silence. silence. Drawing a conclusion Tirer une based on the conclusion silence of basée the sur le opponent. So when silence the de opponent l'opposant refuses to lorsque give evidence celui-ci for some refuse reason. de So for fournir des example, preuves pour une oftentimes raison when quelconque. in Par a exemple, debate, souvent people lorsque ask je suis en débat, on me to demande explain d'expliquer various divers different phénomènes phenomena sur that lesquels they are l'autre making a partie fait des definitive affirmations possible claim positives about. And définitives. although I Et may bien que je have puisse avoir des speculations spéculations I que je consider considère significantly beaucoup more plus viables viable, et bien plus much étayées par more des preuves, supported by evidence, oftentimes je n'y you will réponds not souvent pas. engage. Je I'm ne vais not pas le going faire. to do Je vais that. I'm just simplement going to rester remain silencieux silent sur le on what the mécanisme causal causal du mechanism phénomène, of the phenomena is, what the cause sur and la the cause effect de is. cet I'm effet. not going to make a Je ne vais pas statement faire de about it déclaration à because ce you're sujet using this maintenant, as a parce que tactic vous to utilisez cela divert, comme une to tactique deflect, pour to divert, détourner and I'm just l'attention going et to get away from obscurcir the le fact that you fait have que the vous avez privilege to la charge de substantiate what prouver you're ce que vous claiming is affirmez actually être happening. vrai. Okay? D'accord? And if you really take this Et si whole vous thing prenez here, vraiment it's en going compte to ce que je dis ici, equip you cela vous in équipera any pour tout debate débat, where où la grande the majorité vast du majority of the public ne peut public tout simply simplement pas étayer cannot correctement ses affirmations. properly support their claims. Cela s'applique à And so presque Trump tous les said the same sujets thing et à for many presque tous les segments of groupes de people. personnes. So, Alors, le fait que je reste silencieux, que je ne dise rien, et cela peut aussi s'appliquer aux écrits, c'est comme « Oh, cet auteur historique a omis cela, donc nous pouvons discréditer sa position parce qu'il a laissé de côté cet événement dans son récit. » Ceci est fallacieux. Cela ne signifie pas que ce qu'il a conclu ou présenté est incorrect parce qu'il a été silencieux sur un événement spécifique. Peut-être que les preuves étaient compliquées et contradictoires et qu'il n'avait pas confiance en une conclusion particulière, alors il a choisi de l'omettre. Ou peut-être que, dans le cas de cette conversation, il n'y a pas suffisamment de preuves pour pouvoir vérifier les affirmations concernant ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'espace lointain. On ne peut pas le tester, on ne peut pas le vérifier. C'est simplement philosophique, spéculatif et hypothétique. Je ne vais pas faire d'affirmation définitive à ce sujet. En fait, je vais rester silencieux. Et si jamais j'en parle, ce sera préfacé comme spéculation, car c'est de cela qu'il s'agit. Et votre argument ne devient pas vrai d'une manière ou d'une autre, ou vous pouvez tirer une conclusion basée sur le silence de l'autre partie. Ceci est stupide. Numéro 3, renverser la charge de la preuve. Nous l'avons couvert à de nombreuses reprises et cela revient simplement à déplacer la charge de la preuve vers la partie qui nie ou conteste l'affirmation positive. La Terre est une sphère en rotation d'un rayon de 3959 miles et elle a un noyau et il est fait de magma. D'accord, je ne crois pas qu'elle soit faite de magma. Je conteste et nie cette affirmation. Prouvez qu'il n'est pas fait de magma. Prouvez qu'il n'y a pas de noyau fait de magma. De quoi parles-tu? Le trou le plus profond jamais creusé mesure 8 miles. Vous vérifiez qu'en fait, à 4000 miles de profondeur, vous savez ce qu'il y a là et que c'est bien ce que vous prétendez. Je conteste et nie votre affirmation positive. Je n'ai pas besoin de la remplacer. Je n'ai pas besoin de prouver que votre affirmation n'est pas vraie. Rien de tout cela ne doit se produire. Or, ce qui se passe souvent, c'est que de ce côté-ci, ces preuves sont si faibles et si fondamentalement fallacieuses, et ce n'est qu'une présupposition presque à chaque fois. Il affirme toujours la conséquence et fait une pétition de principe qu'il prétend prouver, et vous finissez par devoir dire « accélérons simplement cela, voici la preuve qui falsifie directement votre affirmation parce que vous ne pouvez pas la justifier ». Vous ne faites qu'une pétition de principe et affirmer la conséquence et réifier votre concept encore et encore. Il est très important de comprendre ces choses si vous voulez arriver à la vérité. Parce que si votre position est vraie, vous devriez pouvoir la soutenir logiquement. Et ça devrait être raisonnable. Numéro 4. La charge de la preuve mal placée. C'est ne pas fournir de preuves à l'appui d'une affirmation et exiger à la place que la partie adverse prouve autre chose, souvent sans rapport avec l'affirmation initiale. C'est ce qu'on va avoir tout le temps. Je vais le relire. Ne pas fournir de preuves à l'appui d'une affirmation, exiger à la place que la partie adverse prouve autre chose, souvent sans rapport avec l'affirmation initiale. Cela arrive tout le temps, les amis.
C'est comme, OK, le rayon est ceci, 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 ou le globe est ceci, ceci et cela, et il fait ceci. Et voici sa taille, par exemple. Voici le rayon. OK, eh bien, voici la preuve qui falsifie directement votre prétendue preuve que la Terre est une sphère avec ce rayon. Et vous savez, nous avons des observations à longue distance, des mesures physiques, des transmissions d'ondes radio à micro-ondes les plus longues, etc., qui dépassent de loin les limites physiques géométriques d'une sphère d'un rayon de 6320 km. Et donc, quand en réponse on a « Où est votre carte ?» Eh bien, comment expliquez-vous les éclipses alors? Cette phrase juste là, eh bien, comment expliquez-vous les éclipses alors? En réponse au fait qu'ils ne peuvent pas fournir de preuves de leur affirmation que je conteste, qu'ils ont essentiellement affirmée, j'ai probablement entendu cela 50 fois, 50 fois. Ils font une affirmation, je la conteste. Je leur demande leur preuve réelle de cette affirmation et je souligne ce qui ne va pas dans la logique, le raisonnement. Je souligne les preuves contraires. Et alors ils répondent « Oh, eh bien alors comment expliquez-vous cela ?» Ceci est une charge de la preuve mal placée. C'est juste une tactique. C'est aussi un sophisme de diversion ou red herring, et presque toujours un non sequitur. C'est plusieurs choses. Bon, passons à la suite. En appliquant cela à cette discussion spécifiquement sur la nature de la Terre, voyons l'application logique de la charge de la preuve dans le débat cosmologique ou la discussion sur la nature de la Terre. 1. La position par défaut. La position par défaut est que la Terre est un plan topographique stationnaire, basé sur des preuves empiriques, prima facie. Cela signifie visiblement. La position par défaut est que la Terre est stationnaire et qu'elle est un plan topographique. 2. L'affirmation alternative. L'affirmation opposée à cette position par défaut est que la Terre est une sphère qui oscille, tourne et orbite dans le vide. 3. Processus logique adéquat. La position empirique par défaut a intrinsèquement substantivé la charge de preuve. La charge de la preuve incombe à l'affirmation alternative. Je pense que cette diapositive est explicite. Le fait est que la position par défaut, que nous allons examiner de manière plus approfondie, est que la Terre est stationnaire et un plan topographique, et que les éléments célestes bougent au-dessus et autour de nous. Objectivement, et cela n'est pas mon opinion, ce n'est pas une conclusion sur la nature de la Terre, et nous n'en sommes même pas encore là. Je pose simplement un fait logique objectif. La position par défaut est que la Terre est stationnaire et un plan topographique. Ensuite, il y a une affirmation alternative qui est que la Terre n'est en réalité pas stationnaire. Elle serait inclinée, oscillant, tournant, orbitant autour du centre galactique et se déplaçant à plus d'1,6 million km/h dans l'espace. De plus, on affirme qu'elle a certaines couches, un noyau constitué de telle matière, une atmosphère contiguë à un vide de 10 puissance moins 17 torr, et que l'espace et le temps sont déformés. La liste continue encore et encore. Il y a une affirmation alternative qui dit que, bien que la position par défaut semble vraie, en réalité, son contraire est vrai. L'antithèse de ça est en fait vraie. Sûr, en apparence, ça a l'air stationnaire, mais en fait, ça bouge dans de multiples vecteurs différents. Évidemment, vous avez la charge de la preuve. Et pour appliquer cela correctement sur le plan logique, la position empirique par défaut, et ça c'est le truc difficile à avaler pour les gens. La position empirique par défaut a déjà substantivé la charge de preuve intrinsèquement. C'est pour cela que c'est la position par défaut. L'évidence de la Terre stationnaire a déjà été fournie. La charge de la preuve a été substantivée, manifestement. C'est pour ça que c'est la position par défaut. À ce stade, la charge de preuve revient à la partie qui fait l'affirmation alternative. C'est très simple. Passons donc à l'affirmation alternative. 1. On affirme spécifiquement que la Terre est sphérique avec un rayon de 6371 km. 2. Ensuite, on affirme qu'il y a un mouvement, spécifiquement que la Terre est inclinée à un angle de 23,4 degrés, oscille, tourne à 1700 km/h vers l'est à l'équateur, effectue une rotation de 15 degrés par heure, orbite autour du Soleil à 666 600 miles par heure, orbite la galaxie à 830 000 km par heure et se déplace avec la galaxie dans l'espace à 2 millions de kilomètres par heure.
Celles-ci sont des affirmations extraordinaires. Enfin, le vide de l'espace. On affirme également que la Terre a une atmosphère qui coexiste avec le vide spatial, mesuré à 10 puissance moins 17 torr. Vous devez prouver non seulement la possibilité de cela, mais que cela est effectivement le cas. C'est un autre point majeur à souligner ici. Les gens pensent que cette preuve de concept équivaut à la vérité. C'est comme si vous pouviez prouver que dans le concept, dans la prémisse seule, quelque chose pourrait être vrai. C'est un peu comme un appel à la possibilité, en fait. Mais c'est un peu plus nuancé. Les gens pensent que la preuve de concept signifie que leur point de vue est vrai. Et c'est tout ce que vous aurez avec les globers, les gens qui généralement défendent le globe. Ils vont vous expliquer que leur idée revendiquée est techniquement possible. Ils vous diront des choses comme « Montez dans un manège, faites un tour et faites-le tourner une fois par jour. Pensez à la lenteur à laquelle vous allez. Pensez-vous que vous seriez capable de dire que vous bougez ?» Perso, moi je pense que oui, en se basant sur les instruments et d'autres mesures. Nous serions capables de le détecter. Mais peu importe, disons que la réponse était non. Qu'on ne serait pas capable de détecter le mouvement, mais en fait c'est faux. On a des mesures hautement précises et on aurait bien de différents effets si c'était vrai. Il existe de nombreux tests différents qui prouvent que ce n'est pas vrai. Mais nous y reviendrons plus tard dans la série. Mais le fait est que, disons que vous aviez raison et que la réponse était non. Cela ne veut pas dire que la Terre bouge. Le fait que vous puissiez dire « Oh, c'est possible en principe, en théorie, que la Terre puisse se déplacer si lentement et être si grosse », et vous ne le sauriez pas. Alors, ça veut dire qu'elle bouge. C'est comme ça que les gens pensent. Et ce n'est pas du tout le cas. Ceci est ridicule. Pensez à quel point cela vole à ras des pâquerettes. Alors, évidemment, si vous ne pouvez même pas montrer que c'est physiquement possible, vous n'avez absolument pas à faire ce genre d'affirmation. Ok, continuons. Attendez, la Terre plane n'aurait-elle donc pas une charge de la preuve? Et la réponse est oui. L'affirmation positive selon laquelle la Terre est un plan topographique stationnaire nécessite une charge de la preuve. Chaque aspect de cette affirmation nécessite une justification logique. Ça serait qu'elle est stationnaire et qu'il s'agit d'un plan topographique, et je dirais même d'un plan topographique fermé. Remarque importante, il est important de souligner que l'affirmation de remplacement de la Terre plane, entre guillemets, n'est pas nécessaire pour contester un autre modèle. La falsification est indépendante du remplacement. Les affirmations positives de spécificité ont une charge de preuve pour étayer ces affirmations. Point final. C'est très simple. Point final. Je n'ai même pas besoin de dire que c'est plan. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit pour contester votre affirmation ou même la falsifier. Je n'ai pas besoin de prétendre que c'est topographique stationnaire. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce concept est tellement rejeté dans cette conversation. Mais dans la vraie vie, les gens ne rejetteraient jamais un tel concept. Encore une fois, on va utiliser l'analogie de l'adoption. Quelle personne sensée dirait « Je vais continuer à croire que ce sont tes parents biologiques, même si tu as des preuves directes qui contredisent cette hypothèse, jusqu'à ce que tu puisses remplacer l'idée que je me fais qu'ils sont tes parents biologiques par une autre paire de parents. » Je penserais que tu es fou, d'accord? Bizarrement, dans cette conversation, ce n'est pas insensé, ce n'est pas complètement fallacieux. Très bien. Donc, la position par défaut. Voici quelques exemples de justification de la position par défaut. Les réflexions spéculaires. Nous avons donc ici des réflexions de la surface de l'eau. Nous avons une surface d'eau lisse, puis nous avons une surface d'eau ondulée. Et au fait, ce sont des ondulations minimes. Regardez à quel point cela déforme l'image. Vous ne pouvez même pas obtenir un reflet spéculaire sur un plan d'eau où il y a à peine des ondulations et des vagues. Est-ce qu'on peut appeler ça des vagues? Non, c'est ondulé. Donc vous voyez que la surface de l'eau est lisse. Et vous voyez que l'eau est ondulée, d'accord? Alors, quand nous disons lisse, c'est spécifiquement qu'elle est plane. Et donc ici, nous avons des réflexions spéculaires en haut à gauche. Et puis, en raison de toute concavité ou convexité dans cette image suivante en haut à gauche, vous voyez la réflexion diffuse. Donc on a une réflexion spéculaire ou une réflexion diffuse. Évidemment, parce que vous avez l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, des angles de réflexion égaux vous donnent une réflexion spéculaire. Si la surface n'est pas lisse, si elle n'est pas horizontale et plane, alors vous obtenez une réflexion diffuse.
Vous pouvez regarder, il y a d'autres exemples là. J'en ai bien plus et on abordera ça à l'avenir. Mais encore une fois, pour avoir réellement une réflexion spéculaire, il faut des angles de réflexion égaux. Il faut une surface horizontale. Toute cavité concave ou convexité diffusera immédiatement la réflexion, car elle commencera bien sûr à se refléter avec différents angles par rapport à la courbure de la surface. Alors donc, si nous voyons cette image ici en bas à droite, ou même cette image ici, la position par défaut est que nous avons ces réflexions spéculaires, une à une. Et si vous regardez ici, c'est au-dessus d'un salar plat. C'est une observation à longue distance. On a là de très nombreux kilomètres de nuages. La position par défaut est que vous ne pourriez même pas avoir cette réflexion spéculaire un à un si la surface n'était pas plane, littéralement. Vous ne pourriez pas, car elle se diffuserait, elle serait déformée. Regardez bien. Vous ne pourriez même pas dire ce qu'est cette réflexion, juste avec ces légères ondulations. Alors, imaginez que cette surface elle-même est en fait une courbure générale, une convexité ou une concavité. Cela déformerait considérablement l'image, et en fait, elle la déformerait à un rythme constant, proportionnel à cette courbure. Vous ne pouvez pas obtenir de réflexion spéculaire un à un, manifestement, en vous basant sur les preuves empiriques que nous pouvons reproduire de 1000 manières différentes pour avoir réellement ces réflexions spéculaires. La masse d'eau sur laquelle elles se reflètent doit être horizontale pour vous donner à nouveau cette réflexion spéculaire, pour la troisième fois. Sinon, ce serait une réflexion diffuse. Donc la position par défaut, essentiellement empiriquement, est qu'elle est plane. Si vous allez me prétendre que ce n'est pas le cas, vous devez, encore une fois, premièrement, prouver qu'il est même possible d'avoir des réflexions spéculaires un à un sur une surface courbe, et ensuite, deuxièmement, vous devez réellement prouver que la surface est en fait courbe. Aucune de ces deux choses n'est jamais faite. Voici un autre exemple, les observations à longue distance. Ici, en haut à gauche, nous avons une distance de 270 km. La hauteur de l'observateur est de 220 mètres. La cible cachée est à 3440 mètres. Et l'altitude de la montagne est de 3660 mètres. Donc, presque toute la montagne devrait être obstruée. Et regardez comment vous pouvez voir clairement cette montagne. Et on a ça sur toutes les images, d'accord? Nous avons cette image suivante à droite qui devrait être à presque 914 mètres sous la courbure de la Terre. Pourtant, nous regardons bien les montagnes. Et ici, nous avons presque toute la montagne qui devrait être obstruée. Et encore une fois, même chose dans la suivante. Presque toute la montagne devrait être obstruée. Ici, en bas à gauche, nous avons la montagne qui devrait être à presque 1220 mètres plus bas. Et donc, manifestement, en utilisant le rasoir d'Occam, encore une fois, nous voyons la montagne que nous savons être directement devant nous, dans cette direction cardinale très précise, avec la forme et la topographie réelle que cette montagne présente. Parce que nous voyons la montagne que nous savons être devant nous et pouvons vérifier qu'elle est là, y compris avec un radar. Nous pourrions littéralement monter dans un bateau et y aller. Nous pourrions prendre un avion et voler jusqu'à elle. Nous pouvons marcher jusqu'à elle, n'est-ce pas? Donc c'est très simple. Et les gens, c'est ce qu'ils font toujours. Ils commencent immédiatement à dévier et ils disent « Oh, eh bien alors pourquoi ne puis-je pas voir ça? Pourquoi ne puis-je pas voir toute la montagne ?» Eh bien, vous savez, les choses changent en rayon de la taille angulaire, de l'emplacement apparent de l'horizon qui s'élève optiquement. Donc évidemment, on va le voir s'élever légèrement au-dessus de nous, puis cet objet va en fait converger vers le bas dans un point de compression jusqu'au point de fuite. Mais peu importe, c'est une diversion fallacieuse et une tentative d'obscurcir la logique. Vous avez la charge de prouver que la montagne n'est pas réellement là. Et ce que les gens font encore dans ce scénario, c'est qu'ils pensent qu'une preuve de concept prouve en quelque sorte la véracité de leur affirmation. Ils disent « Eh bien, nous savons que la lumière peut se courber, donc c'est ce qui se passe. » La lumière se courbe et crée l'illusion qu'elle est là. Et c'est évidemment un problème majeur pour les silhouettes. Le problème majeur est que vous allez devoir affirmer que le soleil fait en fait cela au même rythme que les montagnes. Et ensuite, vous allez devoir expliquer la cohérence des heures du coucher de soleil et pourquoi elles ne changent pas radicalement lorsque nous voyons ces montagnes de beaucoup plus loin. Et vous allez également devoir expliquer pourquoi nous pouvons prédire certaines de ces observations sur 2 mêmes jours calendaires des années à l'avance. Nous pouvons réserver un vol 1 an à l'avance et aller le voir, parce que nous savons que le soleil va se coucher directement derrière lui, et ensuite ces montagnes seront éclairées en contre-jour et nous verrons la silhouette.
Le fait est que le simple fait de montrer que la lumière peut se courber en fonction de son milieu ne rend pas votre affirmation vraie, selon laquelle elle se courbe suivant un rapport bien défini dans ses observations. Il existe d'autres falsifications de cette affirmation, mais l'admettre en réalité revient à admettre un raisonnement fallacieux. Vous savez, c'est à quel point le modèle dominant du globe est mal soutenu et à quel point les gens sont mal équipés en logique en 2024. Ils pensent que s'ils peuvent simplement vous montrer une preuve de concept, ou même simplement vous dire qu'une preuve de concept pourrait être vraie en théorie, cela équivaut à ce que leur affirmation est ce qui se passe en vrai. C'est tellement has-been, logiquement inepte et logiquement en faillite. Ce n'est pas le cas. Donc, objectivement, la position par défaut est que nous savons que ces montagnes sont devant nous. Nous pouvons le vérifier. Elles ont été vérifiées et nous regardons dans cette direction où nous savons que la montagne est. Et nous voyons la montagne. Et en fait, la montagne va bloquer les choses derrière elle. Elle va bloquer le soleil et créer une silhouette. Et nous savons que lorsque le soleil se couchera derrière elle, nous allons avoir la silhouette. Nous pouvons prédire quand nous allons la voir. La position par défaut est que ces montagnes sont devant nous. Nous avons une ligne de vue directe sur les montagnes qui bloque le soleil derrière elle, bloquant la lumière derrière elle. Qu'est la position par défaut? C'est bien sûr que cette affirmation que la Terre est une sphère ne fonctionne même pas mathématiquement. Mais vous l'avez compris, c'est assez simple. Voici quelques exemples alternatifs parce que je ne voulais pas que la présentation soit trop longue. Numéro 1, le relevé et la mesure. Pour tout le génie civil pratique, le relevé plan est utilisé et appliqué. Dans le relevé plan, l'hypothèse de courbure de la Terre est entièrement ignorée. Un fil à plomb vertical est établi perpendiculairement à la ligne de base horizontale, c'est-à-dire la Terre. Encore une fois, cela est utilisé pour tout le génie civil. Ce que cela signifie spécifiquement, c'est que, dans le modèle réel, pour toute utilisation pratique réelle, lorsqu'il s'agit de construire des pistes d'atterrissage, des voies ferrées, des canaux, des projets longs, des bâtiments, il y a des bâtiments et des usines qui font des kilomètres de long. Donc lorsqu'il s'agit d'applications réelles de l'ingénierie, encore une fois, des ponts, des canaux, des pistes d'atterrissage, des voies ferrées, nous effectuons en fait des mesures de surface plane lorsqu'il s'agit de mesures réelles en général. La façon dont nous établissons l'élévation est par rapport à cette ligne de base horizontale, le fil à plomb vertical perpendiculaire à cette ligne de base horizontale. Et nous mesurons et nous combinons des segments de ligne horizontale droite pour réaliser le bâtiment. Donc, pour créer réellement l'infrastructure même du monde dans lequel nous vivons, vous devez utiliser la compréhension que la Terre est plane, en ignorant complètement la notion qu'elle est courbée. Cela justifie objectivement la position par défaut selon laquelle il s'agit d'un plan. Et vous mesurez l'écart topographique par rapport à cette ligne de base horizontale. Et c'est exactement pour cela que nous utilisons des tables de levée depuis de nombreux siècles, ou pour sûr au moins depuis de nombreuses décennies, pour obtenir des écarts topographiques. Ok, numéro 2. Le référentiel du laboratoire. Toute la physique est réalisée en utilisant un référentiel de laboratoire stationnaire, qui est la Terre. Le référentiel inertiel du laboratoire, c'est-à-dire non changeant, est une condition préalable pour toute la physique. Pour simplifier, dans toute la physique, dans tous les tests en laboratoire, et en physique en général, nous utilisons la Terre comme si elle était complètement stationnaire. C'est la condition préalable à toute la physique, à toutes les expériences, à tous les tests, littéralement. C'est une Terre stationnaire et nous mesurons ensuite par rapport à cette mesure, par rapport à cela. Nous développons des technologies entières basées sur ce référentiel de laboratoire inertiel. C'est un environnement requis. Si vous ne le faites pas, rien ne fonctionnera. Vous devez traiter la Terre comme stationnaire pour toute la physique. Toute la physique. Je pense qu'il manque une page en fait ici. Toutes les autres pages que j'ai, tout ce qui concerne l'armée, tous ces différents documents militaires, et cela va directement dans le cadre du laboratoire stationnaire, où vous avez des trajectoires d'avions, des trajectoires de balles, et des hélicoptères d'atterrissage, de développement de toutes sortes de systèmes d'armes, des systèmes d'armes à propagation électromagnétique, et la liste est longue. Évidemment, il y en a des centaines qui utilisent un cadre de laboratoire stationnaire, et ils utilisent une Terre plane, littéralement.
Par exemple, la propagation électromagnétique sur une Terre plane est un document de l'armée utilisé pour les systèmes d'armes au sol, ce qui signifie que pour développer réellement le système d'armes au sol, pour attaquer réellement votre ennemi via l'acquisition de cibles d'armes électromagnétiques, ils doivent utiliser une Terre plane en traitant spécifiquement la Terre comme un plan diélectrique et en déduisant ensuite l'acquisition de cibles par rapport à la propagation horizontale sur le plan diélectrique parallèle. Ok, donc la façon dont nous pilotons les avions. Nous devons traiter la Terre comme un plan stationnaire, d'accord? Comme une surface plane non rotative. Et nous utilisons notre altimètre par rapport aux couches horizontales parallèles de l'atmo. C'est ainsi que ça fonctionne réellement dans la vie réelle. Toute la physique, tous les voyages, toute la technologie utilisent un cadre de laboratoire stationnaire et une Terre plane. Cela devrait être assez intéressant. Encore une fois, cela justifie objectivement la position par défaut. Et c'est en fait nécessaire. C'est une condition préalable, une exigence préalable à l'efficacité de la mise en œuvre de toutes ces technologies différentes et de la physique et des expériences qui nous ont donné cette technologie. C'est un fait. C'est juste un fait. Il y a une affirmation sur la table selon laquelle, oui, vous devez traiter la Terre comme si elle était stationnaire et qu'on la prend pour un cadre de laboratoire inertiel. Mais qu'en fait, elle n'est pas réellement stationnaire. En fait, elle n'est pas inertielle parce qu'elle tourne. Cela signifie donc qu'elle est accélérative et qu'elle change. Qu'est-ce qui est la charge de la preuve ici? Celle qui dit que la Terre est stationnaire? Oh, regardez, tout dans le monde, dans toute la physique et toute la technologie, nécessite l'application d'une Terre stationnaire pour fonctionner. Toutes les mesures sont inexactes, toutes les prédictions sont inexactes, tous les tests sont inexacts, dès que vous n'appliquez pas une Terre stationnaire. Ok, encore une fois, la position par défaut a été confirmée. Et imaginez un peu nier ce que je dis en ce moment. C'est ce qui rend la conversation à ce sujet si bizarre. Les gens sont si malhonnêtes à ce sujet. Numéro 3, la mesure céleste. La navigation, le système de latitude, etc. utilisent la mesure de la Terre plane pour les objets célestes. Une ligne de base horizontale est à nouveau utilisée comme pour l'arpentage et l'élévation. Nous prenons le niveau de la mer. Nous étendons cette ligne de base horizontale jusqu'au bout. Pour tous les levées, nous prenons le fil à plomb vertical perpendiculaire à la ligne de base horizontale. Pour les avions, la ligne de base horizontale que l'on prend, c'est la Terre, puis les couches horizontales parallèles de l'atmo et nous ajustons en conséquence. Pour la déduction algorithmique de l'angle d'atterrissage d'un hélicoptère, nous traitons la Terre comme une ligne de base horizontale. Et donc, pour tout type de méthodologie de navigation que nous utilisons, les mesures fondamentales qui étaient la condition préalable à cette construction, y compris la construction de la latitude, étaient que vous établissiez votre niveau vertical localement et que vous utilisiez ensuite une ligne de base horizontale. Une ligne de base horizontale est généralement requise pour la mesure initiale. Cette ligne de base horizontale est étendue jusqu'à la position au sol zénitale de la dite observation céleste, une partie très importante. Ainsi, lorsque vous faites la latitude, vous prenez Polaris, vous prenez des mesures d'angle, vous vous éloignez de Polaris et vous continuez à prendre des mesures d'angle par rapport à elle. Eh bien, cette mesure d'angle crée littéralement un triangle avec une ligne de base horizontale. Cette ligne de base va jusqu'à la position au sol, là où se trouve le zénith. Ce qui veut dire que Polaris serait directement au-dessus de vous. Ce n'est pas seulement une chose localisée, c'est une ligne de base horizontale qui va jusqu'au bout. C'est ainsi que vous obtenez ces cercles concentriques qui sont le système de latitude. La condition préalable au système de latitude que les gens utilisent même dans cette affirmation de modèle de globe était des mesures objectives de la Terre plane. Donc, encore une fois, cela justifie logiquement la position empirique par défaut selon laquelle la Terre est un plan. C'est ainsi que nous obtenons également l'élévation. Nous étendons la ligne de base horizontale au niveau de la mer jusqu'à l'intérieur d'un continent. Par exemple, nous mesurons une distance verticale au-dessus de cette ligne de base horizontale. Elle est perpendiculaire à cette ligne de base. Et c'est ainsi que nous obtenons l'élévation. Numéro 4, bien sûr, l'expérience. La position empirique par défaut, basée sur l'observation et l'expérience que la Terre est un plan stationnaire et que tous les, entre guillemets, corps célestes se déplacent au-dessus en tournant. Et alors, les gens diront, on ne peut pas toujours faire confiance à ces sens. Voici un exemple. Une preuve de concept n'est pas forcément la vérité ou la preuve de ce que vous avancez. Ce serait une norme tellement stupide et inepte à appliquer. Par conséquent, vous seriez alors obligé de considérer presque tout comme vrai tant que quelqu'un pourrait vous fournir un quelconque type de preuve de concept.
C'est donc très simple. Dans tous ces scénarios, on prétend que la Terre est une sphère, je vous le promets. Elle est tellement grande, et oui, bien sûr, elle est inclinée, elle oscille, elle tourne, pivote, vole dans l'espace. Mais il y a la courbure et la déformation de l'espace et du temps, et donc on ne dirait pas. Elle donne l'impression qu'elle est stationnaire. On va donc devoir l'utiliser comme si elle était stationnaire. Et elle est tellement grande et il se passe tellement de choses avec la lumière qu'elle semble toujours plane. Et au radar, elle semble plane. Et les mesures doivent être prises comme si elle était plane, mais en fait, elle est courbée. Et en fait, elle oscille, elle fait sa rotation, et elle est en orbite. Et en fait, elle vole dans l'espace. Ces affirmations sont contraires à la position empirique par défaut. Par conséquent, la charge de la preuve est objective. La charge de la preuve, pour le plan topographique stationnaire, a été intrinsèquement justifiée. Donc, et je vais me répéter, l'affirmation qui est contraire à la position empirique par défaut qui a été étayée a la charge de la preuve. Renverser la charge de la preuve est fallacieux et dire « Oh, eh bien, vous contestez ou niez mon affirmation selon laquelle ça semble être plat, mais en fait c'est courbé. Alors prouvez que ce n'est pas courbé. » Non, de quoi parlez-vous? J'affirme qu'il existe un plan topographique stationnaire, bien que cette affirmation ne soit pas nécessaire pour falsifier ou contester votre affirmation. Mais je fais cette affirmation, n'est-ce pas? Je la fais. Et donc elle est étayée comme étant la position par défaut. C'est juste objectif. C'est objectif. Et le plus tôt vous pourrez reconnaître que c'est vrai et dire « Ok, la position du plan topographique stationnaire, la Terre plane, comme on l'appelle, est la position par défaut. » Si vous ne pouvez pas honnêtement reconnaître cela, alors vous n'êtes même pas capable d'entrer réellement dans cette conversation avec honnêteté intellectuelle. Vous avez 0% de chance d'arriver à un quelconque type de conclusion logique. Votre position est inadmissible dans un forum intellectuel. Elle est inepte, elle n'est pas pertinente. Elle est logiquement en faillite et inadmissible. Et donc, ne voudriez-vous pas au moins avoir une croyance justifiée où vous avez étayé et compris ce que vous considérez comme vrai? Maintenant, évidemment, ce que nous allons faire dans cette série, c'est que nous allons en fait aborder spécifiquement bon nombre de ces affirmations, les prétendues réfutations, les prétendues justifications, etc. Mais ce qui se passe toujours, et la première chose que nous obtenons avec beaucoup de cela, c'est que les gens confirment simplement la conséquence. Si je suppose la sphère de la Terre, alors c'est ainsi qu'Ératosthène fonctionnerait. Si je pars du principe que la Terre est une sphère, alors la lumière devrait se courber à ce rythme pour que je puisse voir ces montagnes à des centaines de kilomètres de distance. Et ce qu'il y a en dessous de la courbure de la Terre à des milliers de pieds, voire des kilomètres. Si je pars du principe que la Terre est une sphère, alors quelque chose doit forcément se produire pour créer l'illusion que nous voyons les montagnes directement devant nous en ligne de mire. Donc c'est ce qui se passe. Ceci est simplement une affirmation de la conséquence. C'est aussi une réification du concept de la sphère. Pareil avec le noyau de la Terre, d'accord? Les gens réifient juste le concept. Donc, pour résumer, c'est très simple en fait. La position qui émet une affirmation positive a la charge de la preuve. Et si elle fournit des preuves et la justifie de manière légitime, alors la partie qui la conteste doit alors réfuter cette position. C'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et dire « Oh, puisque tu ne prétends pas savoir ce qu'est une éclipse ou ce que sont les étoiles, alors ma position est vraie et stupide. » C'est un argument d'ignorance, un argument de silence. Souvent, on aura des sophismes d'hommes de paille, des diversions, des non sequitur, des affirmations de la conséquence, des réifications, des appels à la majorité, des appels au consensus. On aura des empoisonnements du puits, des généralisations hâtives, des glissades fatales. Et ce sont tous des sophismes. La charge de la preuve est fondée sur des preuves empiriques et la logique. Et encore, comme je l'ai dit 1000 fois, l'affirmation que la Terre est un plan topographique stationnaire est intrinsèquement, fondamentalement la position par défaut, basée sur des paramètres logiques et empiriques. C'est à vous de prouver le contraire. Ensuite, les gens perdent leur sang-froid et s'énervent. Ils disent « Oh, c'est parce qu'il n'a pas de preuve que la Terre est plane », alors qu'on vient juste de couvrir toutes les preuves qui étayent cette position par défaut. Ceci est un mensonge, c'est malhonnête. D'accord? La raison pour laquelle je m'attarde sur ce point en ce moment, pour commencer la série, et je le mentionne souvent, c'est que les gens sont tellement malhonnêtes à propos de cette conversation, que ce soit par dissonance cognitive ou autre. Parfois, ce sont même des gens qui sont généralement très logiques.
Si vous ne pouvez pas être logique dans la conversation, nous ne pouvons pas progresser dans une discussion fructueuse, d'accord? Ce sont juste les faits. Voilà, c'est donc la conclusion. Tant avec Middle Ground que la saison 2 de Schooling Globers. Le premier épisode, c'est comme des prérequis, beaucoup plus méta, beaucoup plus simple et logique pour la conversation. C'est comme une compréhension requise avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet, d'essayer de le comprendre. Je vais essayer de garder ces émissions spécifiques au sujet et avec le PowerPoint pour qu'ils ne soient pas trop écrasants ou super longs. Et je ferai également des chapitres qui exposent en quelque sorte chaque point. Et vous pourrez le parcourir. Je vais conclure, j'ai d'autres choses à faire. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que beaucoup d'entre vous sont probablement familiers avec ça, mais il est très important que les gens comprennent en quelque sorte quelle est l'origine de base de cette conversation et pourquoi tant de personnes se sont détachées et ont suspendu leurs croyances aveugles parce qu'elles ont découvert qu'elles étaient constamment trompées par le scientisme dominant et moquées, ridiculisées et intimidées pour avoir pensé par elles-mêmes. Et je vous encourage, si vous êtes nouveau à l'un de ces sujets, à combiner les deux, à combiner Middle Ground en termes de géocentrisme, etc., et Schooling Globers, juste pour que vous soyez informés de votre position au moins, avant de tirer tout type de conclusion définitive, et encore moins d'affirmations confiantes. Cherchez et dites la vérité sans équivoque. Les faibles trouvent leur contentement dans le consensus de l'ignorance. Alors qui se soucie de ce que pensent les autres? Les gens attaquent ce qu'ils ne comprennent pas, et ils attaquent aussi quand ils sont dans un état de peur. Ils attaquent aussi les gens qui sont assez forts pour s'exprimer contre la majorité ou le groupe, parce qu'ils n'en sont généralement pas capables. C'est peut-être de l'envie ou encore une sorte de réaction de peur. Alors qui se soucie de ce que ces gens pensent, d'accord? Et comme le disent les Écritures, réjouissez-vous lorsqu'ils vous insultent à cause de son nom ou de la vérité, car ils ont fait cela à tous les prophètes avant vous. C'est un indice aussi vieux que le temps. Alors persévérez dans la vérité. Comprenez que c'est aussi pour les générations à venir. Et cela semble vraiment méta et un peu trop pour les gens, mais c'est juste la vérité. Nous vivons dans un monde qui est tellement à l'envers. C'est parce que si peu de gens sont prêts à faire des sacrifices personnels, à prendre le temps d'examiner réellement ces conversations et à parler de la vérité une fois qu'ils l'ont trouvée. Alors cherchez et dites la vérité sans équivoque. Une fois que vous l'avez trouvée, vous avez l'obligation d'en parler. Et rappelez-vous également que ce qui est vrai est rarement populaire, et ce qui est populaire est rarement vrai. All right, peace. Days after days, pseudoscience just a big charade, making theories they just can't explain.